Jean Daniel, gran periodista francés, director del semanario Nouvel Observateur, ha sido durante más de 30 años la guía más segura, no solo para la política, sino para la moral pública de Francia. Testigo de su siglo, memorialista, se dispone a publicar su primer libro de ficción. Jean Daniel está en México invitado por la Alliance Française para dictar una serie de conferencias en las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey. Jean Daniel, vous étiez le témoin privilégié de la vie politique et culturelle française depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Quelles sont les différences et quelles sont les similitudes entre la France d'hier et celle d'aujourd'hui? La France d'hier, mais de la France de quand? Si c'est, par exemple, en ce moment, en France, on parle beaucoup de 1968, de mai 68. Vous vous souvenez? Ah oui. Tout ce qu'il y avait eu en Californie, Mexico. en Mexico, en Italie, en France. Et certains analystes, certains commentateurs croient pouvoir faire des rapprochements entre les conditions de révolte de la jeunesse de mai 68 et celles d'aujourd'hui. D'après moi, l'agitation peut être la même, mais les raisons de l'agitation sont très différentes. En mai 68, on mettait en cause le père, l'autorité paternelle de la patrie, le patriotisme, les institutions. En ce moment, en tout cas en France, les jeunes recherchent au contraire un encadrement, ils ont peur de l'exclusion. Ceux qui se révoltent, ce ne sont pas ceux qui se sentent trop engrainés, trop subissant le joug de l'autorité. Au contraire, c'est ceux qui veulent entrer dans la société. C'est ceux qui ont peur du chômage. C'est ceux qui se sentent exclus par la drogue, sont exclus par le sida. Ils sont exclus de l'amour, ils sont exclus de la famille, ils sont exclus des institutions. C'est la grosse différence entre les jeunes, surtout que en mai 68, il y avait une sorte de révolte contre ce qu'ils appelaient, ce que nous appelions tous la société de consommation. Maintenant, ce sont des gens qui voudraient bien pouvoir consommer. Et c'est une différence considérable. Alors peut-être que le résultat émeutier, le résultat gesticulateur, le résultat de l'agitation, peut être le même. Mais les directions sont tellement différentes qu'il faut savoir dire que ce ne sont pas les mêmes sociétés. Ils ne cherchent pas le paternalisme maintenant. En ce moment, ils cherchent l'intégration. Ils cherchent l'intégration dans la société. Ils ne veulent plus être des marginaux. Ils ont peur que le chômage, que le sida et la drogue fassent d'eux des marginaux, des gens qui sont en marge, qui n'ont plus la dignité des autres, qu'il y ait des sociétés à plusieurs vitesses, comme elles se répandent maintenant un peu partout, y compris au Mexique. C'est un peu le racisme qui sort. Pas seulement. Non, pas seulement. Le racisme est un des phénomènes. C'est pas toujours exactement le racisme, c'est, disons, une xénophobie, mais en France, par exemple, ce sont des jeunes Français qui s'en plaignent aussi, c'est pas seulement des jeunes étrangers.
Le chômage atteint les Français. Il n'y a pas de racisme là. Ils ont peur. Le sida, il atteint les Français. Et maintenant aussi, de plus en plus, la drogue. Alors, évidemment, on parle, comme aux États-Unis, d'une révolte des banlieues, des révoltes des faubourgs, des révoltes des périphéries. Mais l'esprit de la révolte, c'est une idée, c'est une grande peur de devenir exclu de la société. Vous êtes français à la fois que juif et algérien. Ça vous a donné une perspective beaucoup plus riche sur la France? Je peux vous dire que je n'ai jamais eu de problème personnel, donc je ne peux pas me plaindre, je ne peux pas jouer au martyr, au calvaire. Je n'ai jamais eu de problème personnel. Non, je parlais plutôt si ça vous donne une expérience, une vision différente aux Français qui sont seulement de Français. Peut-être pour certains autres comme moi, mais vous savez, mon milieu est tellement mêlé, tellement français, par ma femme, par une partie de ma famille, mais peut-être que, comme toujours, moi je suis pour le métissage, je suis pour le cosmopolitisme, alors je crois que c'est plus riche. Alors peut-être que je suis plus riche, sans le savoir. C'est mieux. C'est mieux. Plus naturel. Plus naturel. Vous avez été témoin de votre temps. Pouvez-vous nous donner une appréciation sur les hommes qui ont partagé ce temps avec vous? Tout d'abord, le général de Gaulle. Moi, je crois par siècle, il y a peut-être 1, 2, 3 hommes comme ça. J'ai beaucoup d'admiration, mais j'ai une sorte d'admiration romanesque aussi, pas seulement politique. Elle est une dimension historique, comme pour Churchill, comme pour Guevara, que je n'approuvais pas, mais que je trouve une grande figure romantique. Je trouve que ce sont des belles figures d'un point de vue esthétique, du point de vue du romancier, sont des grandes et belles figures. Pour De Gaulle, ce qui est le plus frappant, ce qui a été pour moi le plus frappant quand j'étais très jeune, puisque j'ai entendu parler de là pour la première fois, j'avais 19 ans. Et la France venait de signer une capitulation devant les Allemands. Puis, j'ai entendu l'appel du général de Gaulle. Et vous savez, ce premier jour-là, j'ai pensé à Antigone, au mythe d'Antigone, parce qu'il était tout seul, parce qu'il résistait, parce que tout le monde lui conseillait de ne pas résister, et parce qu'il restait dans cette solitude, avec quelques idées simples, il a rassemblé pendant un certain nombre d'années, mais quand il a fait ça, tout le monde était contre lui. Tout le monde croyait qu'il était ou un fou ou un malfaiteur. Et il y a quelque chose dans la résistance de l'homme que j'admire toujours chez tout le monde. Ceux qui, dans la solitude, contre les peuples, contre les sondages, on dirait maintenant, contre la popularité, contre la démagogie, quelquefois contre la démocratie, puisque ce sont les sondages, ont le courage moral plus important que le courage physique de résister. Pour moi, le message d'Antigone, quand je l'étudiais en grec à la faculté, était un message très très fascinant. Et quand j'ai vu le de Gaulle apparaître, je me suis dit, c'est l'héritage d'Antigone. L'héritage d'Antigone. Oui. Mais il est une figure qui reste encore chez les Français. Certainement, il fait partie de l'histoire. Même chez ceux qui se sont opposés à lui. Oui, c'est une grande figure. Mais pourquoi? Pas seulement à cause de son autorité, de son charisme, du rôle qu'il a joué, mais parce qu'il a toujours été à contre-courant. Au moment des Allemands, ensuite au moment de l'Alliance Atlantique, il a quitté l'Alliance Atlantique. Il était un général, il a été contre l'armée. Il était à droite, il était contre l'argent. Il était conservateur, il était anti-américain. C'est un homme qu'on ne peut pas classer. C'est ça la figure esthétique et historique du général. Qu'est-ce que vous
pouvez dire de votre président actuel, le président Mitterrand? C'est une autre figure, c'est très très différent, c'est complètement différent. C'est un provincial, ça fait partie des grandes traditions françaises, très catholiques, bien que lui ne soit pas, mais sa famille l'était énormément. Très provincial, il n'aime pas beaucoup les Parisiens, ceux qui parlent trop, il n'aime pas le brillant, il n'aime pas les salons. Il est très peu parisien. Il se méfie beaucoup, comme les provinciaux, de tout ce qui brille. Il a une grande carrière politique. À mon avis, il a cru qu'il était fait pour le socialisme. C'est une illusion. Je crois qu'il était fait pour ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il a été un très grand militant de l'Europe. Sa passion, ça a été l'Europe, depuis qu'il était jeune. Il a beaucoup fait pour l'Europe. C'est important d'être proche de la littérature, en France, de la culture. Oui. En France, c'est même un snobisme. En France, c'est une dimension. Tout le monde dit ça. Et Giscard d'Estaing a dit un jour, vous savez, on ne savait pas qu'il était particulièrement amateur de littérature et de littérature. Et quelqu'un lui a demandé, comme vous, qu'est-ce que c'est pour vous la littérature? Alors il a dit, oh monsieur, vous savez, je suis capable, moi, de vous dire, quand Gustave Flaubert vivait, je ne suis pas capable de vous dire quel était le président de la République du temps de Gustave Flaubert. Dans le journal L'Express, le seul gaulliste était François Mauriac et vous. Quelle mémoire gardez-vous de Mauriac? Mauriac était quelqu'un... D'abord, moi je l'ai connu, il était déjà assez vieux. Et il était assez vieux, mais il avait un très grand charme, une très grande cruauté. Une très grande cruauté. Cruauté. Surtout chez les femmes. Pour les femmes, oui. Pour les femmes, oui. Oui. Et il avait une grande curiosité. Alors, il y a beaucoup d'anecdotes. À l'époque dont vous parlez, il y avait les deux directeurs de l'Express, c'était Jean-Jacques Servan-Schreiber et François Giraud. Il n'aimait pas beaucoup que les femmes s'occupent de politique, donc il n'avait pas beaucoup de sympathie pour la directrice et beaucoup de sympathie pour le directeur. Il se sentait bien plutôt avec les hommes, sans que ça veuille dire quelque chose. Mais tout le monde craignait le mot que Mauriac pouvait trouver pour vous caractériser. Et un jour, il était attaqué. Alors on lui a dit, mais quel est votre défaut le plus grand? Alors il a répondu, la rancune. Et l'intervieweur, comme vous, à ce moment-là, lui dit, c'est une confession. Il a dit non, c'est un avertissement. Oui, la rancune. Et à d'autres moments, vous savez que son bloc-notes vient de paraître entièrement sur 8 volumes. Et j'ai relu les passages sur l'époque dont vous parlez, au moment où il disait, avec tristesse, que j'étais seulement avec lui, gaulliste, dans ce milieu. Et lui est parti, moi je suis resté, lui est parti. Votre génération a été marquée par le débat entre Camus et Sartre. Parlez-nous de ces deux hommes et du débat aussi même. D'abord sur Camus, je ne suis pas très objectif parce que je l'ai connu bien, c'était mon meilleur ami. Il était très proche de moi, j'étais une sensibilité très... Tout à l'heure, vous avez rappelé que j'étais né en Algérie, lui aussi. Oui. Nous avons vécu sur les mêmes rivages, avec les mêmes émotions. Il était d'une dizaine d'années plus âgé que moi, mais nous avions une grande complicité. On avait la même façon de faire la fête, de danser. Il adorait danser, moi aussi, à ce moment-là. Nous sortions souvent ensemble. Il récitait souvent des vers, moi aussi. J'étais proche de lui, je l'admirais énormément. Donc, quand il y a eu la discussion avec Sartre, j'étais déjà partisan. C'est-à-dire que je n'étais pas objectif, j'étais pour Camus. Mais je savais que Sartre, que je connaissais aussi, dominait le siècle par... Vous savez, De Gaulle, dont on parlait tout à l'heure, il a dit c'est Voltaire.
Et à un moment donné, il a dit on ne met pas en prison Voltaire, c'était pendant la mai 68, parce que Sartre distribuait des tracts. Bon, je ferme la parenthèse sur De Gaulle et Sartre, mais ça, à ce moment-là, c'est vrai que tout le monde redoutait sa pensée, sa virtuosité philosophique, sa capacité dialectique. Il avait une puissance de synthèse incroyable. Donc, on était très embêtés d'être contre Sartre, à la fois parce qu'on avait peur de son génie, et aussi qu'on se dit que on se disait à ce moment-là, puisqu'il est si génial, peut-être qu'il a raison. Et quand il y a eu cette grande polémique, qui est devenue maintenant un classique, une polémique historique dans le monde entier, on étudie à nouveau cette polémique entre Sartre et Camus. Eh bien, il y avait beaucoup de gens autour de moi qui aimaient Camus, mais qui disaient tout de même le génie, c'est Sartre, et c'est lui peut-être qui fait l'histoire. Et c'était très difficile de rester à ce moment-là. Et Camus a été très poursuivi, très harcelé, très solitaire, très malheureux. Quand on pense en ce moment, on sait que c'est Camus qui a eu raison. Vous savez en gros ce que c'était. Vous voulez que je rappelle le débat lui-même? Non. En gros, si vous voulez, en gros, le thème du débat, c'était que Camus disait on n'a pas le droit de ne pas dénoncer les camps staliniens, les camps de concentration staliniens, le goulag. Et Sartre disait c'est possible, mais tout ce que vous dites sert la bourgeoisie. Donc, il ne faut pas les dénoncer. Autour de ça, il y avait, comme c'était deux grands esprits, deux grands intellectuels, et il y avait un grand philosophe et un grand essayiste, il y avait leurs positions respectives. On sait maintenant, on sait aujourd'hui, que Camus, à l'époque, avait 1000 fois raison, indiscutablement. Mais à l'époque, je témoigne, puisque j'étais près de lui, que Camus a été poursuivi comme quelqu'un qui était un malfaiteur ou quelqu'un qui était un imbécile. Et il a eu, mais parce qu'on n'était pas évolué comme aujourd'hui, madame. Alors, il faut vraiment évoluer pour comprendre tous ces parties de l'histoire. En tout cas, il vaudrait mieux qu'il n'y ait pas beaucoup de cas comme celui de Camus. Il y en a eu d'autres. À un moment donné, il y a eu Solzhenitsyn. Mais Solzhenitsyn, c'était dans son pays. Dans son pays où il souffrait, comme il l'a raconté. Enfin, il y a des cas, oui. Il vaudrait mieux qu'il n'y ait pas trop de maudits. En même temps, des gens qui sont un petit peu esthètes, et on peut se permettre ça un petit peu pendant quelques secondes, en tout cas, se disent, s'il n'y a pas des individus maudits, est-ce qu'il y a des grands créateurs? Vous connaissez le mot de Gide, André Gide? Oui. Il disait, l'art se nourrit de ce que la culture condamne. La culture veut dire la morale. Et puis il disait aussi, l'art vit de contraintes et meurt de liberté. C'était un paradoxe, mais il voulait dire qu'au fond, le véritable créateur, il lui faut un peu d'impopularité au départ, un peu de souffrance, un peu d'adversité. S'il est reconnu trop vite, c'est un danger. Moi, je préfère quand même qu'on les reconnaisse. Une autre figure de votre temps est un homme politique de rayonnement moral était Mendès France, votre ami? Mon ami, oui, mais alors lui, il était encore beaucoup plus âgé. Alors, on ne peut pas être totalement... Mais oui. Mais c'était... Enfin, disons que c'est pas la même chose de porter de l'amitié, en tout cas en français, ce qu'on dit. Si je dis « j'ai de l'amitié pour vous », ça ne veut pas dire que nous sommes amis. C'est différent. Alors, Mendès France, on dit m'honorer de son amitié, mais être ami, c'est sortir ensemble, c'est avoir envie de passer des vacances ensemble. Raconter des confessions l'un à l'autre. Moi, j'admirais énormément Mendès France, mais entre nous, je n'avais pas une grande envie de passer des vacances avec lui. parce que ça peut être un petit peu tendu. Enfin, cela dit, c'était une plaisanterie, bien sûr, et cela dit, c'est vrai que le rôle de Mendès France a été admirable dans la mesure où pour une certaine génération, il a réconcilié des jeunes gens, intellectuels surtout, artistes, créateurs, écrivains, pour qui la politique, c'est la corruption.
Et de temps en temps, dans le milieu politique, il arrive, il émerge une personnalité morale qui fait qu'on se dit, mais au fond, on a oublié que la politique, c'était l'art de vivre en commun. Et Mendes France, pendant le règne de Mendes France, on a vu tous les gens, les savants, les peintres, les intellectuels, les étudiants, tout d'un coup, ils avaient envie à nouveau de faire de la politique simplement parce qu'il y avait un homme qui ne s'adressait pas à eux, mais il existait et il était la morale à l'intérieur de la politique. C'était l'exemple. Non, la démocratie, ça reste une valeur pour moi, ça reste une chose très importante. Seulement, la démocratie, selon Mendes France, c'est comme la liberté, c'est pas ce qui est permis, c'est ce qui est dû. C'est-à-dire, c'est une responsabilité et c'est une conquête. Mendes France, il avait une expression très curieuse pour un homme politique. Il disait qu'il faut toujours que la politique soit pathétique. C'est curieux, ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui emploient ce mot. Pathétique. Pathétique. Ça veut dire qu'elle mette en cause un certain nombre... que ça ne consiste pas à promettre de la liberté pour les gens. À partir du moment où on est un citoyen, les devoirs comptent autant, sinon plus que les droits. Et ça, cette conception de la démocratie, c'est la seule qui peut remplacer maintenant une conception ardente, conquérante, morale de la démocratie. C'est le seul substitut des idéologies et du communisme. Le choix maintenant, il faudrait qu'il ne soit pas entre le communisme qui est mort et le nationalisme qui naît, qui arrive. Il faudrait que ce soit entre l'idéologie qui est morte et la démocratie qui est transformée. Entre la politique et la littérature, André Malraux, quelle était la partie de mensonge et de la vérité dans son œuvre? Malraux était un homme d'expression, un homme d'art, un créateur d'univers et de rêves, un aventurier, et un homme qui a eu des propos qui m'ont beaucoup marqué. Il disait, je voudrais passer toute ma vie à transformer en conscience l'expérience la plus large possible. C'est un mot de lui. Transformer en conscience l'expérience la plus large possible. Cela veut dire quoi? Ça veut dire je ne crois pas à l'action sans la pensée, je ne crois pas à la pensée sans l'action. Expérience et conscience. Ça, c'est l'idée, une partie de la réponse à votre question. Une autre partie, c'est qu'il a dit, cet homme qui est créateur de rêves et d'action et d'aventure, il a dit aussi, l'idéal d'un homme, ça doit être de diminuer le plus possible sa part de comédie. C'est-à-dire tout ce que la vie en société, l'ambition, la volonté de briller, la volonté de paraître vous force à jouer. Alors je dirais, à votre question, je répondrai, c'est un homme qui avait le goût de l'authentique, mais qui n'avait pas tellement le goût de la vérité, parce que c'était une autre préoccupation. Un créateur, il crée sa vérité. Il ne recherche pas la vérité des autres. Et il espère, s'il est génial, que sa vérité va devenir celle des autres. Après la crise des fusées cubains, vous avez joué un rôle singulier entre le président Kennedy et Fidel Castro. Raconte-nous. C'était pas difficile, c'était passionnant. C'était passionnant. Il arrive une seule fois par siècle des choses, des aventures comme ça. Moi, je me trouvais à Washington et il y avait à Washington, il y a 5000 journalistes qui étaient beaucoup plus habiles, beaucoup plus informés que moi. Et puis il se trouve que j'avais deux amis. Le premier s'appelle Ben Bradley, qui a été directeur du Washington Post avant, et qui ensuite a été, vous savez, les hommes du président. C'était le directeur du Washington Post, c'est ceux qui ont fait tomber Ah oui, Nixon. Bradley, Hein? Ben Bradley. Ben Bradley, c'était un ami intime. Et il était très ami de Kennedy. Et nous allions ensemble chez
chez un autre ami, un columniste du Washington Post qui s'appelait Joe Kraft. Ah oui, je vous crois. Alors nous allions chez eux, et puis un soir, il y avait les Kennedy et les autres ont parlé de moi. Et puis je lui ai dit que j'allais à Cuba. Et finalement, par Ben Bradley, un jour, ils m'ont dit le président vous attend, et c'est ce jour-là qu'il va parler. Et il n'avait pas besoin de moi, il y avait tous les ambassadeurs, il y avait 2000 journalistes, il y avait des émissaires secrets, c'est un hasard. Le hasard a fait qu'il m'a dit, puisque vous allez à Cuba, il faut que vous voyez Fidel Castro, et je voudrais que vous lui disiez ceci, 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 cela. Il était obsédé par une chose, surtout. Il voulait savoir à qui il avait affaire. Il trouvait que les portraits qu'on faisait de lui, que les ambassadeurs, que les hommes politiques faisaient de lui n'étaient pas justes. Il ne comprenait pas son ennemi, son adversaire. Et il voulait savoir si Fidel Castro avait vraiment risqué la guerre, voulu risquer la guerre. Vous savez, pendant la crise des fusées. Il voulait savoir s'il avait joué, s'il avait été inconscient, ou s'il avait eu le sentiment réel que la guerre pouvait arriver. Ouais. Et voilà, alors je suis allé à Cuba. Fidel Castro a mis longtemps à comprendre que j'étais sérieux. Il a mis au moins 10 jours. C'est le jour de mon départ. Mes valises étaient faites parce que j'en avais assez d'attente. Mais qu'il est venu dans ma chambre d'hôtel. Fidel Castro, il fait souvent ça. Vous savez, il faisait souvent ça. Et puis on a passé la nuit ensemble, enfin, pour parler. Et puis je lui ai dit toutes ces choses-là. Et le lendemain, je suis allé alors chez Fidel Castro, et c'est le lendemain que nous avons appris ensemble, quand nous déjeunions ensemble, Fidel Castro et moi, que Kennedy était assassiné. Oh. Je déjeunais avec lui. À ce moment-là? Oui. Et comment ça a été le coup? Très grave, très sentimental, très peur. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est horrible. Il a dit mala noticia, c'est une très mauvaise nouvelle. Et je me souviens. Et puis ensuite, il l'a répété souvent. Tout de suite, il a dit pourvu qu'on ne nous en accuse pas. Il a tout de suite pensé à ça. Puis après, il y a un petit détail qui peut vous amuser, parce qu'on écoutait la radio américaine ensemble. Et puis à un moment donné, le reporter de la radio a décrit les bas de Jackie Kennedy qui étaient ensanglantés. Et puis il insistait sur la jambe nue, les bas, etc. Et ce puritain latino-américain de Fidel Castro était très choqué. Disant comment pour la femme du président dont on décrivait la cuisse ensanglantée. Alors ça le choquait énormément. Et j'ai vu qu'il avait ces sentiments. Je vous en parle avec de l'Amérique latine. Oui, je vous parle avec sympathie de Fidel Castro, parce que disons, en tout cas, ceux que j'en ai vus ce jour-là, je suis resté 3 jours avec lui, sans le quitter, comme ça. Il faisait souvent, peut-être, des choses comme ça. Mais ce jour-là, il était très ému par cet événement. Il en parlait plutôt bien, en homme digne. Il n'a rien dit de vulgaire. Il dîne élégant. Et c'est bien tenu du point de vue du spectacle, en tout cas. Peut-être si Kennedy a été vivant, les choses seraient améliorées entre les deux pays? Moi, je le crois. Les gens disent le contraire. Enfin, vous savez qu'il y a 2 thèses, c'est un grand débat. Moi, je le crois. Vous avez opposé aussi bien les simplifications de la guerre froide que les menaces du totalitarisme. Aujourd'hui, la guerre froide est finie. Quelle politique pour l'avenir? Vous savez pourquoi je ne vais pas vous répondre à la question? Pourquoi? Parce que la chose la plus importante, l'une des choses les plus importantes qui soit arrivée à la fin de ce siècle, c'est l'incapacité de prévoir. Donc je ne peux pas prévoir, puisque au contraire, ce que je remarque, c'est que c'est ce qui est de plus important que nous avons appris, c'est qu'on ne peut plus prévoir. Toutes les choses intéressantes qui sont arrivées depuis 20 ans étaient imprévisibles. Personne ne les avait prévues. Et en tout cas, l'implosion de l'Union soviétique, l'effondrement du mur de Berlin,
personne ne l'avait prévu. La réunification des deux Allemagnes, personne ne l'avait prévu. Comme personne n'avait prévu la poignée de main de Nixon avec Mao Tse-tung ou le voyage de Sadat à Jérusalem. Des choses importantes. Ni les journalistes, ni les sociologues, ni les futuristes, et surtout pas les stratèges, les militaires, qui ne comprennent rien en général là-dessus. Aucun au monde n'avait prévu ça. Alors, si vous me dites quel est l'avenir, je vous dis l'avenir, c'est la façon... Vous savez, les Américains ont inventé une science, il y a un jeune professeur américain qui a inventé ça, je le connais, the managing of the unpredictable, la gestion de l'imprévisible. Ça veut dire quoi? C'est peut-être qu'un mot. Mais enfin, c'est pour vous dire quel complexe maintenant les gens qui préparent l'avenir ont de se dire il faut faire attention, on ne peut pas prévoir. Ce qu'on peut dire simplement, c'est qu'il y a une idéologie qui a disparu. En général, la nature et la société et l'histoire ont horreur du vide. On dit en français ça, la nature a horreur du vide. Alors, je vous remercie beaucoup. J'espère que votre séjour à Mexico... Il est très riche. Il est très riche. Parce que je rencontre beaucoup de gens denses, qui ont une expérience dense. Alors, continuez-vous. Merci. Merci. En México, Silvia Lemus.